Mongo Betty, Remember Ruben, 10-18, 1974. Chasser Morzamba, il en était bien question. Le lendemain, à la nuit tombée, le bon vieillard qui venait de s'entretenir une grande partie de la journée avec ses pères fit ses confidences à son jeune hôte, à la lueur des flammes montant des bûches qui brûlaient. « Mon cher enfant, je ne vois qu'un moyen assuré d'en finir avec ce délire de malveillance. Au reste, loin d'innover, nous nous conformerons à un vieil usage. Je te cède un bout de terrain sur lequel le clan reconnaît mon droit de propriété, et pour cause. Tu y élèves une maison et, ainsi, tu te seras établi chez nous, et personne ne te contestera plus le droit d'être d'Ekumdum, où que tu sois né. Tel est l'usage, te dis-je. Eh bien, te voilà assez grand maintenant. À vrai dire, tu es devenu un homme par la taille et par la vigueur. Mon très cher enfant, édifier une demeure n'est pas une affaire aisée, mais c'est là que l'adolescent conquiert l'âme et le jugement de l'homme adulte. Tu as sans doute observé qu'une des maisons contiguës à celle-ci est en ruine. C'est celle de ma défunte épouse. Voilà le terrain que je te donne. Démolis la ruine et élève à la place une nouvelle demeure, la tienne. La force de ton bras a aidé tant de familles d'Ekumdum. Il est temps que leurs fils te rendent l'assistance que tu leur as prêtée. Pour le reste, mes conseils te guideront jour et nuit. Encore Morzamba devait-il d'abord se colter avec la forêt, pour lui arracher les matériaux indispensables, tâche exténuante, inhumaine non seulement pour un tout jeune homme dont la croissance était à peine achevée, mais même pour un adulte trempé par une longue habitude de travaux harassants. Jamais pourtant entreprise ardue ne fut entamée avec de meilleures dispositions d'esprit, et à un moment de plus intense joie intérieure. Il semblait alors que pour Morzamba, il n'y eût pas de tâche insurmontable, pourvu que son accomplissement lui promît la faveur d'être définitivement des nôtres. C'était un Morzamba vraiment fabuleux, au point que nous ne l'avons plus jamais connu dans un état semblable, et que nous avons aujourd'hui du mal à imaginer tant d'enthousiasme, tant d'abnégation, tant d'indulgence pour nos mesquineries atroces. Fut-il même blessé par cette première avanie qui lui fut infligée lorsque, tout naturellement, il sollicita ceux avec qui il avait grandi, afin qu'ils lui prêtent main forte, comme il en avait si souvent usé lui-même avec eux. « Ah, Morzamba, mon frère bien-aimé, lui dit l'un, tu arrives bien mal à propos. Que ne m'as-tu fait ta demande quelques mois plus tôt ou quelques mois plus tard? Avec quelle allégresse je t'aurais alors accueilli, avec quel cœur je t'aurais aidé alors. Hélas, mon pauvre Morzamba, hélas, lui dit le deuxième, je me sens si mal en point depuis quelque temps, mon pauvre frère. Tu vois, depuis ma maladie, je n'ai pas le sentiment d'avoir jamais recouvré vraiment la santé, tout au plus une période de répit de temps en temps. Hélas, mon pauvre frère, hélas. Impossible de te suivre tout de suite, déclara le troisième, mais rassure-toi, je ferai des pieds et des mains pour me libérer, et aussitôt, je te rejoindrai dans la forêt. Alors Morzamba, devance-moi et rassure-toi, je ferai des pieds et des mains. C'est ainsi qu'ils se dérobèrent l'un après l'autre, à l'exception d'Abena, le fils de cette famille où, dès le début, on témoigna tant d'amitié à Morzamba. Nous savons de plus que nos enfants échangèrent dans son dos des paroles révoltantes, dont le temps n'a pas adouci l'ignominie. Sans être blâmé, salué au contraire des ricanements complices, le fils Ingemba n'osa-t-il pas déclarer « Non mais vous l'avez entendu, ce métèque, il ne lui suffit donc plus d'avoir été autorisé à s'établir chez nous. Il faudrait encore que nous construisions sa maison, que nous le hissions sur le pavois, en somme. C'est toujours la même chose avec ces étrangers. Plus on leur en donne, et plus ils en redemandent. » Pendant les longs mois de leur isolement dans la jungle, les deux amis s'acharnèrent sur cette défection qui fut leur unique sujet de discussion. Abattant les arbres, les fendant pour les réduire en poteaux, l'armature du futur gros œuvre, ou tressant le chaume destiné à la couverture, Abena et Morzamba s'interrompaient fréquemment pour échanger quelques observations, où leur tendresse mutuelle le disputait à leur commun mépris apitoyé pour leurs compagnons restés à Ekumdum. « Vieux frère, s'écriait Morzamba, l'ardeur créatrice de la jeunesse a-t-elle toujours été aussi exemplaire à Ekumdum? Et quel sens de la solidarité! C'est un thème sur lequel j'aimerais maintenant entendre déclamer ce vieux fou d'Ingemba. »« Morzamba, frère bien-aimé, répliquait Abena en balançant sa hache entre deux haillons, ne me parle plus de tous ces gens. Je ne les connais plus. Je n'en ai rien à faire. »« Tu as tort, vieux frère. Pourquoi leur en vouloir? Que serait la vie sans ces déconvenus? Une chose magnifique, un beau rêve. Une illusion, tu veux dire. Et,
au déclin du jour, quand ils pêchaient le poisson ou le grillaient à la flamme, avant d'aller s'étendre dans leur hutte de branchage pour la nuit, c'est encore cette affaire qui leur revenait à l'esprit, et envahissait leur conversation, comme le goût d'une herbe amère dans un plat succulent. Tu vois, commençait Abena, si je n'étais pas né à Ekumdum, je crois que je ne pourrais pas supporter un seul jour ses habitants. Tu te demandes comment il se fait que j'ai choisi de me fixer chez vous, disait Morzamba. Un jour tu comprendras peut-être. Tu es une merveille de patience et d'indulgence, Morzamba. Mais dis-moi, n'as-tu pas de temps en temps envie de repartir sur la route, plus loin, pour voir à quoi ressemblent les gens? Un jour tu sauras, peut-être. Moi, si. J'ai souvent envie de partir. Toi, tu es fou. Si. Morzamba pouffait immanquablement à ce moment de la conversation et concluait en déclarant à son ami « Tu exagères toujours la tristesse de la vie. Tu as tort. » La dernière nuit, comme son compagnon venait de lui faire le même reproche, Abena lui fit cette observation qui le laissa perplexe. « Tu te rassures, Morzamba, en songeant au bon vieillard qui t'a accueilli. Tu te dis, tant qu'il restera à Ekumdum des gens comme ce vieillard et quelques autres qui lui ressemblent, eh bien tout ne sera pas perdu. Seulement, je veux te dire ceci. Ce n'est même plus un homme, ton hôte. C'est déjà un cadavre, pour ainsi dire. Des hommes de cette génération-là, il n'y en aura bientôt plus. Il ne restera alors que des dégénérés de l'espèce Ngemba. Et alors? Pourrais-tu encore vivre à Ekumdum? Il leur fallut plusieurs jours pour transporter les matériaux, ainsi rassemblés ou confectionnés, jusqu'à un abri à mi-chemin d'Ekumdum, et un nombre égal de jours pour les porter à pied d'œuvre dans la cité. En voyant réapparaître ces deux hommes que nous avions oubliés, maigris et même décharnés, nous fûmes persuadés qu'une modification déterminante s'était produite non seulement en chacun d'eux, mais aussi dans l'affection qui les unissait. À chacun de leurs voyages, nous voyions l'amoncellement de matériaux croître, témoignage d'un effort qui paraissait le fait non d'hommes ordinaires, mais plutôt de personnages fabuleux. Et plusieurs fois chaque jour, des habitants d'Ekumdum venaient faire cercle pour contempler sans retenue, et même avec des cris ou d'admiration passionnée et volubile, le fruit d'une besogne vraiment gigantesque. Les deux compagnons devinrent le symbole à la fois de l'énergie, de l'amitié et de la détermination, et la cité adopta ce dicton « Abena et Morzamba se sont ligués, quelles montagnes ne soulèveront-ils pas ?» Quant aux jeunes d'Ekumdum, ils ne savaient quelle contenance faire. L'éclat du haut fait accompli par les deux amis les repoussait dans l'ombre et la confusion. Hésitant entre la rancune et la demande d'une réconciliation, on les voyait tantôt esquisser un mouvement d'approche, tantôt, faute d'encouragement des deux compères, opérer un recul pour se perdre en conciliabules torves. Morzamba, dont la générosité atteignait alors à une sorte de ferveur, était d'avis de leur faciliter leur rachat. Il eût suffi aux deux amis de fêter leur retour à Ekumdum en organisant un modeste festin, auquel toute la jeunesse eût été conviée. Le bon vieillard y était favorable. Il est dangereux de laisser nos proches mariner dans le souvenir de leur faute envers nous. Et quel autre moyen que la fête d'ouvrir toutes grandes les portes à l'oubli? Abena cependant s'y refusait, comme s'il eût voulu couper à jamais les ponts. Il disait que ces gens-là ne valaient pas la peine qu'on se mît en frais de délicatesse. Aussi, les deux amis se remirent-ils seuls au travail, sous les regards de gens qui, secrètement, les suppliaient de leur faire seulement un signe. Ils creusèrent des trous profonds comme leurs bras, y plantèrent des poteaux dont l'alignement dessinait 4 murs extérieurs, installèrent une charpente de bambou et, avec l'aide du vieillard, assujettirent une à une les nattes de chaume. Il leur fallait maintenant adapter à la muraille serrée des poteaux le double treillage de bambou dans les colonnes, duquel devait s'entasser le pisé. C'était un travail long, mais requérant plus d'adresse et de patience que d'effort physique. Tandis que se poursuivait cette tâche reposante, le bon vieillard organisa dans Ekumdum un complot qui allait non seulement soulager les deux amis d'une besogne redoutable, mais aussi les réconcilier, un peu malgré eux, avec la cité, dont les tenait écartés une dissidence morale qui s'aggravait insidieusement. Les femmes de la cité, les plus jeunes en particulier, furent l'instrument de cette conjuration. Le bon vieillard avait fait là une trouvaille prodigieuse, en recourant à ces gardiennes naturelles de la concorde dans notre clan. Leur zèle fit merveille en cette occasion, car elles gardèrent si bien le secret que nulle rumeur ne transpira des innombrables intrigues rendues nécessaires par la machination de cet événement. Fascinés par les progrès de leur ouvrage et aussi ivres de leur orgueil, les deux amis avaient perdu à ce point la notion de la réalité
qu'il se souciait aussi peu de la coutume qui fait du maçonnage des murs de Pizé un jour de fête, en même temps qu'un rite solennel, que de la difficulté de la tâche, insurmontable pour 2 hommes, quelle que fussent leur vigueur et leur endurance. Cette année-là, la saison des pluies fut lente à venir, mais dès la première ondée, survenue seulement quelques heures avant le coucher du soleil, de nombreux habitants des Koumdoum virent les 2 amis se livrer à un remue-ménage qui indiquait clairement qu'ils désiraient se trouver en position de mettre à profit la première averse pour confectionner le pisé et en garnir l'éclayonnage des murs. Interrogée habilement par une espionne du bon vieillard, la mère d'Abéna, la seule personne maintenant à connaître très exactement les projets des 2 amis, parce qu'elle n'avait pas cessé de recueillir les confidences de son fils, confirma les indices observés. Or, la 2e nuit après la première ondée, comme si la nature eût voulu rattraper son retard, une longue averse fit trembler notre cité jusqu'au lever du jour, et même ensuite. Elle revint souvent par intermittence. Les 2 amis, aux aguets chaque nuit, n'avaient point été surpris, et s'étaient levés tôt, pour creuser chacun une fosse, piétiner ensuite la terre meuble qu'ils malaxaient longuement, avant de la transporter jusqu'au clayonnage, dont le treillage constitué de bambous croisés avec les poteaux offrait des colonnes vides. Ils allaient commencer à remplir de haut en bas ces colonnes de pisé. C'est ce moment que choisit le bon vieillard pour réaliser un complot ourdi avec tant de soin. Alors, une horde de femmes s'abattit, sembla-t-il, sur les 2 amis, poussant des clameurs, s'esclaffant, se bousculant, chantant, gesticulant, découpant la terre malaxée avec la main, portant les mottes aux pieds de leurs compagnes postées le long des murs et qui garnissaient aussitôt les clayonnages avec dextérité. Elles creusaient la terre, versaient l'eau, malaxaient, couraient, dépossédaient les 2 hommes de leurs outils, menaçaient de les assommer. C'était un spectacle si plaisant que Morzamba et le bon vieillard en eurent les larmes aux yeux. Mais Abéna, dont la résistance avait été quelque peu malmenée par les intruses, offrait un visage où persistait la perplexité, bien que sa mère, accourue dès le début du fracas, l'eût pris à l'écart pour le consoler, lui représentant que le bon sens lui conseillait d'accepter une assistance sans laquelle son ami et lui ne viendraient jamais à bout d'une tâche réputée, même auprès des hommes mûrs, pour son extrême difficulté. « Tu devrais te réjouir, » disait cette admirable mère à son fils. « Je me réjouis, mère, » répondait Abéna, d'une voix qui contredisait son propos. « Vraiment ? On ne le dirait pas, » lui reprochait sa mère. « Maman, tu voudrais sans doute que je gambade et fasse des cabrioles. » Mais la succession des heures de cette journée découvrait les ramifications inattendues de la conjuration. À l'heure du premier pas, les jeunes filles des Koumdoum, à qui on avait offert l'occasion d'étaler la première démonstration de leur science culinaire, vinrent aligner des plats dont la succulence et l'abondance ne le cédèrent point à l'ardeur dévorante des ouvrières bénévoles. À la fin de la journée, les jeunes filles, déployant tout leur talent, régalèrent encore leurs aînés d'une vraie ripaille. Mais entre-temps, lorsque, quelques heures seulement avant le coucher du soleil, la fatigue commençante avait ralenti l'acharnement des femmes, le bon vieillard avait produit des chanteuses recrutées à l'autre extrémité de la cité, dans la partie des Koumdoum avoisinant la lointaine résidence du chef, et qui, jusque-là, s'étaient tenues prêtes mais cachées. Elles se présentèrent sans l'orchestre de xylophones qui les soutenait, quand elles allaient danser dans le palais du chef, le bon vieillard n'ayant voulu mêler aucun homme à cette affaire. Mais les voyant ainsi démunis, nous, les hommes de l'artère des Koumdoum, qui donnaient sur la route, nous leur prêtâmes spontanément le renfort de nos tam-tams, instruments sans doute moins mélodieux, mais combien plus entraînants et plus joyeux. Ce fut en même temps l'occasion pour la plupart de nos garçons de se racheter. Sur les tam-tams, ils firent merveille, montrant un zèle certes tardif, mais qui n'en valut pas moins à plus d'un l'accolade passionnée de Morzamba, désireux de leur signifier ainsi qu'il avait décidé d'oublier le passé. Notre cité avait donc finalement assisté les 2 amis, grâce aux femmes, il est vrai. Mais c'étaient bien des femmes du clan, et elles avaient travaillé avec une telle fougue qu'une seule journée leur avait suffi pour maçonner les 4 murs extérieurs de la maison. Morzamba savait bien qu'il aurait encore à élever les murs intérieurs, à poser portes et fenêtres, et à couronner tout l'ouvrage par le crépi, travail d'artiste. Mais, dans la tradition des Koumdoum que lui enseignait le bon vieillard, ayant mené son entreprise au stade où il en était maintenant, il avait bien édifié une maison. Et même s'il n'y habitait pas encore, il était fondé à fêter sa toute neuve demeure. Nous avons tous été conviés à cette célébration, et c'est en toute bonne conscience et dans un sentiment de parfaite satisfaction de nous-mêmes que nous nous laissâmes aller à bâfrer et danser, à nous réjouir et congratuler mutuellement, glorifiant l'heureuse issue d'une affaire dont nous avions sans doute parfois songé à détourner Morzamba, bien loin que nous nous soyons toujours félicités de sa bonne marche. Révoltés jusqu'à l'écœurement par notre frivole lâcheté,
Abéna, à qui il fallait soulager de toute façon sa rancune, attendit l'ébriété qui incline à l'éloquence sans éloigner de la vérité. Alors il s'avança au milieu de la foule joyeuse, souffla avec une gaucherie burlesque dans le corps du bon vieillard pour attirer l'attention, et déclara « Vous me dégoûtez. Oh, comme je vous méprise. Eh bien, il faut que je vous dise, vos femmes, ce n'était qu'un piège. Vous étiez désappointés de nous voir mener à bonne fin tout seul notre fantastique entreprise. Avouez-le donc, vous avez espéré que nous nous découragerions et renoncerions. Vous nous avez envoyé vos femmes dans le dessein de pouvoir faire état un jour du soutien du clan pour nous déposséder de notre mérite. Nous pouvions nous passer de vous, c'est certain. Nous le pouvions, nous le pouvions. » Il ne put en dire davantage, suffocant de rage, étranglé de sanglots. Il en était venu à une telle haine pour les siens qu'il ne pouvait plus la retenir. Mais nous étions encore loin de nous douter de toute la profondeur d'un sentiment que l'avenir seul allait vraiment dévoiler. Au milieu de la stupéfaction qui accueillit les imprécations d'Abéna, nous pouvions entendre sa mère se lamenter à mi-voix. « Qu'ai-je donc fait au bon Dieu? Qui donc m'a donné un tel fils? Qui m'a jeté ce sort? Qu'ai-je fait au bon Dieu ?» Ce fut comme un vent de folie. Au lieu d'apaiser le jeune enragé, comme chacun s'y attendait, le bon vieillard s'avança au milieu de l'assistance, et profitant de l'émoi général enchaîna. En d'autres circonstances, j'aurais sans doute rabattu son caquet à ce genou. Mais, ce soir, ne vous attendez à rien de tel. Au contraire, je me montrerai plutôt enclin à applaudir à sa fureur. Car enfin, comment des hommes sains d'esprit vous qualifieraient-ils si cette histoire leur était contée? Vous demandez-vous seulement parfois comment on vous juge et sous quel jour on vous voit dans les autres cités. Vous avez coutume de vous prétendre les plus beaux, les plus vaillants, les plus hospitaliers, les plus avisés, les plus généreux, les meilleurs, les privilégiés de la race humaine, les favoris de la Providence. Imaginons ensemble ce que les autres peuples et les autres cités pensent d'eux-mêmes. Doutez-vous qu'ils nourrissent à leur propre endroit une opinion non moins flatteuse que vous-même à votre propre égard? Convenez-vous avec moi que c'est à la seule lumière de l'observance des règles de conduite qu'ils se sont imposées que nous devons apprécier la vertu des autres clans? Eh bien, attachons-nous immédiatement à comparer notre conduite à celle d'autres communautés. Or donc, si nous nous rendions séance tenante dans la cité ou auprès du clan le plus proche pour nous enquérir de ses sentiments et de sa conduite envers ceux, s'il s'en trouve, qu'il a adoptés en leur promettant la même justice et la même affection qu'à ses propres fils, ne redoutez-vous pas que nous n'apprenions jamais là-bas rien de plus odieux que ce que vous avez commis envers Morzamba? Si ce n'est dans nos actes de chaque jour, allez-vous me confier à quelle source vous puisez l'estime dans laquelle vous vous tenez? Contemplant la gloire de nos ancêtres, nous nous persuadons que bon sang ne saurait mentir, que jamais on ne vit panthère accoucher d'une hyène. Pourtant, combien de fois avons-nous entendu évoquer les géants qui engendrèrent des gnomes? Voulez-vous que je vous rappelle cet épisode rabâché de la vie d'Akomo, le fondateur de notre race? Longtemps, il s'était efforcé sans succès d'entraîner les siens à guerroyer dans une contrée réputée pour nourrir des titans. Lorsqu'enfin ils se résolurent à envahir ce pays tant redouté, Akomo et ses frères n'affrontèrent que des nains, qu'ils écrasèrent sans coup férir. Ces colosses avaient rapetissé, s'étant rendus indignes de leur père en violant les nobles traditions qu'ils avaient instituées, et, de génération en génération, cultivées. Ces propos, à coup sûr désespérés, ne prétendaient sans doute plus toucher l'âme de ceux qui les écoutaient. Ce qui est certain, c'est qu'ils sonnèrent la rupture définitive entre les deux amis et la cité des Koumdoum, et aucun des événements qui allaient suivre, fût-ce-t-il l'occasion d'embrassements brûlants ou de serments fraternels, ne pouvait plus raccorder ces deux extrémités d'un nœud tranché à jamais.